Bienvenue dans cette histoire dont je suis devant vous ce soir, la narratrice. Il en faut toujours une, si possible omnisciente, pour savoir ce qu'il se passe au fond des cœurs, des têtes et des trous de mémoire recouverts de déni. Il risque d'être opaque, sinon les personnages. Trop pour que puisse fonctionner l'identification. Ce serait un peu dommage que dans ce palais des glaces, vous ne distinguiez jamais les miroirs grossissants. Ainsi, oui, cette histoire, narratrice omnisciente, par ma bouche, l'héroïne. Clotilde, dans son crâne, se donne tout un tas d'ordres pour que soit neutralisé l'assaut de ses sensations. Elle se répète « respire » et « regarde où tu marches ». Mais la suffocation, autant que le vertige, poursuit sa progression. Ne te rappelle rien. Elle sent venir les suées, redoute d'être bientôt saisie par le haut-le-cœur. Reste calme, déglutis, respire. Elle ne voulait pas revenir ici, non, pas revenir. Tout remonte à la surface et son masque se craquelle. Souris, respire, avance plus vite. Elle n'a pas pu refuser de suivre ses amies dans cette ville où elles ont loué une maison pour le week-end de la Toussaint. Elle voulait se retrouver, passer du temps ensemble. Clotilde a accepté en les laissant choisir destination, transport et habitat. Aucune ne se doutait qu'elle avait vécu là, et encore moins avec un homme qui avait le profil de monsieur. Des faits et événements de ces saisons lointaines, toutes ignorent l'épisode. Clotilde ne les connaissait pas alors. Judith, Adélaïde, Bérangère. Hermeline devait être encore au lycée. Ce que ses sœurs de cœur savent de son parcours sentimental passe par le vu, entendu, su, de façon directe ou rapportée. Or, jamais devant elle, monsieur ne fut évoqué. L'expérience qu'elle a traversée, Clotilde l'a rayée de sa biographie, comme cette ville de la carte. La moindre trace effacée de tout récit, de toute confidence. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Clotilde croyait qu'en la taisant, elle avait réussi à la faire disparaître, cette histoire, à l'escamoter du réel. Un élément non négligeable avait joué en sa faveur. De sa vie avec monsieur qui fit d'elle une madame, il n'y a aucun témoin. Le chat est mort depuis et le couple dans cette ville ne fréquentait personne, puisque madame monsieur évoluait en vase clos. C'était il y a longtemps. Bien avant que les hashtags balancent en ligne les porcs, que les slogans des colleuses rappellent la vérité sur les murs de nos villes en lettres de feu, que le mot sororité soit imprimé sur des t-shirts. C'était il y a longtemps, mais ce n'est pas une excuse. Clotilde sait qu'elle n'en a aucune. C'est pour ça qu'elle s'en veut autant. Respire. Concentre-toi. Respire. L'étroitesse des trottoirs pavés, les vieilles maisons aux toits d'ardoise remplies de familles discrètes qui mastiquent du gigot sous les poutres apparentes, les boutiques closes entre 12h30 et 15h, le silence dense, humide, empoissé de nature, tout jusqu'au ciel anthracite
qui assombrit le fleuve, imbibe Clotilde de gris. Un gris brouillardeux et amer, comme si devant ses yeux le décor se délitait en lui mordant la langue et que bientôt son corps allait en millions de perles se dissoudre. Un gris qui dégorge et s'infiltre, se change en plomb fondu au contact du plexus, submerge ses poumons, taillade ses ventricules, lacère, sabre, hache ses tripes. L'ennui est une couleur qui noie, puis éviscère. Respire. Ne tousse pas. Ne pleure pas. Bouge-toi vite. Je dis vite. Une quinzaine de minutes séparent la gare de la location. Le nom de la rue ne lui dit rien, mais le quartier maudit se rapproche. Respire. Ça va aller. Les roulettes des valises cognent contre les pavés. Elles avancent en faisant de grandes traînées de bruit. Tu vas y arriver. Les filles marchent devant. Clotilde ferme le cortège. Tu dois y arriver. Elle tangue sur les talons de ses bottines pointues qui ne cessent de riper. Tu n'as pas le choix, tu le sais. Elle expulse l'air qu'elle gobe, des grosses bulles pleines de tout, d'angoisse et d'écorchure. Le fracas des roulettes couvre fort heureusement ses régurgitations. Essuie-toi la bouche, redresse-toi et bouge-toi le front, tes sourcils gouttes. Devant, au loin, sur la colline, le petit château. Au bout de la rue, le croisement. Clotilde, derrière son masque où est peint l'allégresse, craint que, une fois dépassée la placette, il faille tourner à gauche, juste après la chapelle. Elle invoque les déesses, insiste auprès d'Estia pour que ce ne soit pas le cas. Mais Judith jette un œil sur l'écran de son portable, passe devant la chapelle et prend la direction que Clotilde ne voulait pas. Son bagage se fait plus lourd, les pavés plus aigus. Avance, fais un effort. Elle aperçoit le mur crayeux, atteint le bouquet d'arbres, la Vierge dans le renfoncement, petite comme une poupée, la maison des voisins au deuxième étage clos, le tronc du lilas devenu mort. Marche tout droit, ne regarde pas, reste au milieu de la route. Les filles sont tellement loin qu'elles ont toutes disparu. Dépêche-toi, n'y pense pas, tu vas y arriver. Clotilde inspire, expire de façon appuyée pour éviter de s'évanouir, tout en ayant très peur de se faire remarquer. Il ne va rien se passer, il ne peut rien se passer. Tu ne seras pas aspiré par une faille temporelle. Arrête ton cinéma. Elle longe comme on se meurt la grille en fer forgé et le trottoir minuscule, fixe le sol pour ne pas voir à travers les barreaux la marquise en verre trempé, les 3 marches peintes en bleu ou repeintes en autre chose, le parterre de gravier blanc qui rappelle celui qui orne, sous des statues d'angelots, les tombes des jeunes enfants. Avance plus vite, plus vite. Respire. Une odeur d'oignons frits dans le beurre, d'ail, de viande chaude. Une des fenêtres sur rue est ouverte. De la vapeur s'en échappe. Des voix aussi. Celle d'une femme qui s'excuse et une autre plus grave, affreusement familière. Le corps de Clotilde se raidit et ses jambes se dérobent. Sa valise lui tient lieu d'appui. Bien sûr, elle se doutait qu'il serait encore là, monsieur, qu'il serait toujours là, dans son immense maison qu'il ne quittera jamais, répétant les mêmes scènes comme le ferait un spectre, des décennies après, ses remarques qui cognent au mur en poltergeist, sa frustration qui gronde, ses reproches qui déferlent et le silence qui suit. Ainsi, dans cette cuisine,
quelle que soit la vivante devenue sa madame. Pour monsieur, le rôti sera toujours trop cuit. Au prix où est le filet, si c'est pas malheureux, ça lui fait mal au ventre. Ça l'effraie également. Comment lui faire confiance si elle est incapable de se servir d'un four? Clotilde reste statufiée 1 mètre avant la fenêtre de la cuisine, dont un des 2 battants vient juste d'être poussé. Le cliquetis des couverts contre les assiettes en grès lui rappelle autant le crissement de la craie sur un tableau que ces repas où monsieur faisait la gueule. Ici, rien n'a changé, rien, même pas la vaisselle. Le dos de Clotilde est trempé, par vagues il se hérisse de frissons. Dans son crâne il fait froid, si froid que tout est gelé. Ses pensées, son ressenti, en suspension, figées, ne s'agitent, blanchis de givre, que les mauvais souvenirs. Devant elle, la rue est vide, comme elle l'était tout le temps. Une rue toujours vide, un ciel si bas et lourd qu'on le croirait malade, une cuisson ratée dans une cuisine hantée, un homme qui a le pouvoir et qui l'exerce dans le but alors revendiqué de lui faire à elle du bien. Ses souvenirs s'ébrouent, faisant voler et fondre le givre. Il se déploie en nuées brûlantes et corrosives qui bientôt lui enserrent en lasso le cerveau. Il vient de là, le rouge au front. Elle sursaute et recule. La femme se plaint du froid. Monsieur lui suggère de mettre un pull, mais de laisser entrer l'air frais. La fenêtre se ferme sur des éclats de voix. Clotilde devine sa Madame Brune, hélas, de sans cesse aérée. Bien plus jeune que monsieur, aussi cela va de soi. Le cœur de Clotilde palpite au rythme de ses regrets. Les « j'aurais dû » déferlent, si nombreux et si denses que vient la tachycardie. Les « pourquoi je n'ai pas » rampent dans une bouillie de cendres. Effroi et sidération restent intacts, billes de lave qui dévalent en éternel retour son esprit d'escalier. Éprouver l'impuissance autant que la faiblesse lyophilise les veines et rabougrit l'ego. Le sang se met à sécher, chaque organe se transforme en un caillou grenu. Clotilde craint de rester le crâne rempli de magma séché, au contact du passé désormais pétrifié. Aucun phénix ne peut naître de la roche plutonique. La colère et le dégoût en caillots lui bouchent les artères. La culpabilité, elle, mange ses globules blancs. Son corps est sans défense et se rêve dans un caveau. Hermeline et Bérengère sont revenues sur leurs pas. À l'angle de la rue, elles scrutent l'avancée de Clotilde, étonnées et un peu inquiètes, bien qu'habituées à ce qu'elle zinzine. Elle la voit, le regard bas, la tête dans les épaules, tassée à s'en rendre bossue, les rejoindre en courant presque. Hermeline sent que Clotilde a envie de pleurer alors qu'elle achève le trajet. Clotilde nie, dit qu'elle va bien. Mais de larges fissures creusent le vernis et le plâtre, comme se défait un puzzle. Son masque se désagrège. Enfin, la location. Vestibule, escalier, Judith, Adélaïde, Bérengère, Hermeline, Clotilde choisissent leur chambre. Une fois seule dans la sienne, Clotilde remarque, dans l'angle, près de la fenêtre au lourd rideau de velours, une grande psyché, ovale, en acajou. Clotilde se lève et s'en approche. Elle tremble, appréhendant ce qu'elle va y voir. À présent que le plâtre de son masque s'est effrité, qu'il n'en reste plus rien, que désormais, derrière, elle ne peut plus se cacher. Clotilde fixe son reflet. Son corps se tient debout, au-dessus de son cou, une fois tombé le masque.
Elle n'a plus de visage. Cela fait très longtemps. Elle avait jusqu'ici réussi à le camoufler, au point de l'oublier à force de se farder en mélangeant le plâtre et la poudre de riz. Maintenant qu'elle est à nu, elle l'admet. Plus de visage. Comment c'est arrivé ? Elle aimerait que ses souvenirs soient inventés de toutes pièces. Comme ça, elle n'aurait pas à rendre la monnaie. Comment c'est arrivé ? Dans la maison de monsieur, un soir sur elle, la honte s'est jetée, lui a planté les ongles dans le renflement des cernes, entre les yeux et les pommettes, puis lui a, d'un coup sec, arraché la figure. Quand la honte changera de camp, elle la lui rendra peut-être. Parce qu'elle pense à monsieur et se revoit à madame, Clotilde se déteste si fort que son âme se consume, pendant que sa main moite, aux doigts ceints de lourdes bagues, s'abat violemment sur sa joue. L'acier plaqué argent cogne et marque la peau. Sur l'os zygomatique, l'épiderme enfle un peu. Clotilde ne le voit pas. Dans le miroir, son reflet, on le sait, n'a plus de visage. Alors elle recommence. La douleur ne l'apaise pas, mais lui donne l'impression de reprendre le contrôle. Dans la chambre d'à côté, casque sur les oreilles, Bérangère chatte avec des locaux sur les applis de rencontre, persuadée que Clotilde écrit ou se repose, ignorant de quoi son amie se sent responsable, totalement responsable, du début à la fin. En fixant dans la psyché acajou le vide au-dessus de son cou, Clotilde se dit que c'est le prix à payer pour avoir pris part au rituel de ce vieux monde agonique, poupée de cire piquée par ses us et coutumes de façon volontaire. Peut-être même a-t-elle fait le choix de se perdre de vue, ses valeurs dépecées et jetées aux orties, son narcisse dépiauté, par 100 fois elle est morte, l'échine brisée menue en terre de soumission. Une forme élaborée de pulsion suicidaire, ce n'est pas impossible. En devenant madame, Clotilde faisait le deuil d'elle-même. Elle ouvre la fenêtre qui lui résiste un peu, ne peut pas s'empêcher de vérifier la vue en dépit de l'épaisseur du gris qui colle au toit d'ardoise et du verre à foison, encamailleux d'ennui. Quelque part vers la droite, elle sait que la lumière est jaune de zouloir chaude et qu'au 3e étage, 5 ampoules au plafond transpercent la vitre d'un œil de bœuf. Clotilde se penche dans le gris. Elle cherche un rond très jaune, un soleil synthétique, une couronne de Noël, perçoit se détachant sur la sombreur des murs plus loin quelques éclaboussures étincelantes d'oranger. Des traces de monsieur dans le réel, des preuves qu'à 2 pas, il existe. Il existe, comme leur histoire a existé. C'est une histoire banale, tellement archétypale. Étape après étape, son canevas narratif relève du prévisible. Clotilde sortait à peine de sa vingtaine. Elle se percevait elle-même demoiselle en détresse, abandonnée de tous, sa Sébastien femelle, le corps troué de flèches tirées par un cupidon myope revenant sous kétamine d'une fête chez Dionysos. Sensation d'être liée à nulle part, ni personne. Et une dantesque envie de rien. Un trou lui dévorait les tripes, la boulie la paralysait. Clotilde attendait que surgisse la mue, mais sa peau ne se détachait pas, même quand elle se frottait avec une serviette rêche jusqu'à la tacher de sang.
Elle désirait ardemment une autre forme de vie, mais sans savoir laquelle. Si elle a laissé monsieur l'engloutir dans la sienne, c'est juste par manque d'imagination. Malheureuse et insatisfaite, mais vide, autant qu'inapte à la moindre projection. Parfois, elle se disait qu'être à ce point incapable d'envisager l'avenir était le signe qu'elle se mourait discrètement ou était, sans que ça se voie, déjà morte. Une princesse suicidaire en interdit bancaire, impératrice crevarde gavée d'anxiolytiques, logée dans une mansarde dont les 2 petits Vélux en cas de pluie prenaient l'eau. Clotilde sait combien la précarité joue un rôle déterminant dans le choix de l'encouplement, peut-être même autant que les carences affectives. C'est comme ça qu'elle commence. Cette histoire que Clotilde a depuis 2 décennies au fond d'elle enterrée. Monsieur est venu à elle, l'armure étincelante, alors que sa tourelle se décelait pierre à pierre. Clotilde était encore saturée de croyances sur l'amour et le couple, intoxiquée depuis l'enfance par le mythe du prince charmant. Soit l'homme inattendu, si fort et protecteur qu'il en surpasse tout père, qui vous aime, vous comprend, plus que le peut une mère. Ce fantasme familier séduit les orphelines, surtout celles qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Le prince charmant, à lui seul, tient lieu de parenté. Alors, effectivement, Clotilde s'est engagée de son plein gré en terre soumise. Que celle qui n'a jamais guetté la venue d'un prince bleu au moment où sa vie s'avérait dévastée lui jette la première pierre. En cas de désespoir, nombreuses encore sont celles qui peuvent romantiser le Deus ex machina. Ce genre d'attente n'est pas le propre des hétéras. Pour preuve, un prince bleu peut être une Xéna la guerrière. Impératrice crevarde, c'est ce qu'elle était alors. Et lui, seigneur des mètres carrés. D'un geste qui lui parut d'une infinie largesse, monsieur lui proposa les draps frais de sa couche et le double des clés de son immense maison, dans laquelle les madames encore se numérotent. Clotilde ne pouvait qu'aimer monsieur. Sa posture était celle de l'idéalisé sauveur. Sans compter l'influence du mythe des âmes sœurs, dès lors tout lui sembla écrit, le destin s'en mêlait, dans sa tête il ne pleuvrait bientôt plus d'oiseaux morts. Oui, elle ne pouvait que l'aimer, tout animal blessé fait preuve de reconnaissance, y compris quand le refuge est serti de barreaux, puisque c'est pour son bien. Clotilde s'allume une cigarette, en expulse la fumée, les lèvres en sarbacane. Devant elle, le paysage se troue, découvrant des ronds pleins de rien. Elle sait ce qu'il se passe derrière l'œil de bœuf orangé. La conscience de monsieur est parfaitement sereine. Dans le miroir, son reflet lui renvoie d'un sourire, le haume orné de plumes de faisan, l'armure d'argent étincelante, l'épée arrachée au rocher, le bouclier gravé d'une devise bienveillante, très tendrement paternaliste. Des femmes, c'est un allié, puisqu'il est progressiste. De celles qui deviennent madame, il est le chevalier blanc. Monsieur s'appelle monsieur parce qu'il en était un. Plus âgé que Clotilde, 18 années d'écart, une autre génération. Posture de patriarche toujours en bras de chemise, respecté, respectable, sachant guider la meute. Authentique couillidé dans un moule à l'ancienne censé les fabriquer, courageux et vaillant, énergique, protecteur, entreprenant, sachant prendre des initiatives. S'il venait lui parler tout à l'heure ou demain, par la fenêtre donnant sur rue ou dans l'espace public,
Que penserait d'elle Hermeline, Judith, Adélaïde et Bérengère en voyant ce vieux schnock qui porte sûrement encore un pantalon en velours lui demander ce qu'elle fait là, sous-entendant qu'ici n'est plus son territoire. Clotilde écrase sa cigarette et ferme la fenêtre dans un grincement. Elle allume le plafonnier, tire les lourds rideaux de velours bleu nuit, s'assoit sur l'édredon. De Clotilde, à l'époque, monsieur voulait le bien. Il avait pour ce faire vraiment un tas d'idées, ainsi que des méthodes précédemment testées sur des personnes vivantes. Clotilde était prête à changer, elle ne se supportait plus. Monsieur voulait son bien, le bien qu'il voulait lui faire, pour lui, c'était de l'amour. Il en était certain. Ses idées, ses méthodes, autant de preuves d'amour. Clotilde l'a cru à cause du home. De ça, elle s'en voudra toute sa vie. Qu'est-ce que vouloir le bien quand on est dominant ? En quoi c'est pour ton bien et ça va te faire du bien sont-ils des fumigènes à base de chloroforme ? Où la condescendance trouve-t-elle toujours sa source ? Faire disparaître des mœurs le sexisme bienveillant est-il souhaitable pour toutes, même pour celles incapables de porter des choses lourdes ? Sans visage, dans sa chambre tendue de toiles de Jouy moisies, Clotilde s'enfonce dans l'édredon en se posant beaucoup de questions. Elle a les paupières closes pour invoquer son reflet. Son visage lui manque tant. Elle ne peut le saisir et pourtant elle le sent comme un membre fantôme. Ça tire et ça serre fort. Sur ses lèvres, au point de croix, de la ficelle a rôti. Elle s'est cousu la bouche pour que jamais rien n'en sorte. La honte, mère du silence, du rien ne bouge, la fille aînée. Clotilde se demande comment l'éradiquer. Elle sait qu'elle n'est pas la seule, non, elle n'est pas la seule à laisser craqueler en gerçure, résignation, déni et refoulement. Garçon, connard ou homme, pas besoin d'un monsieur pour être annihilé. Les profils sont nombreux, mais c'est le même mouvement. Ne jamais oublier que le corps de la femme constitue le premier espace colonisé. Ensuite viendront les terres, les peuples et la pensée. L'homme est un conquérant, la fougue est sa nature, on connaît la chanson. Il lui faut posséder et planter son drapeau, puis convertir, modeler, pour jouir selon ses goûts. Il prend plus de plaisir quand s'exerce son pouvoir. Son orgasme est relié à son autorité. Monsieur était monsieur, mais il était comme tant d'hommes que leurs compagnes excusent pour éviter d'admettre que le prince est un loup. Ça déchire tellement le cœur de voir soudain luire l'émail et le pointu de sa dentition, de constater que même si Not all men dans la chambre à coucher se pourlèche un prédateur. Monsieur était monsieur, et elle, Clotilde Mélis, se demande si ses amis, mis à part Hermeline qui par chance est lesbienne, sont concernés aussi. Est-ce que Judith, Adélaïde et Bérengère occultent ou minimisent des souvenirs où leur prince s'est soudain révélé être un loup ? Est-ce qu'elles se sont, comme elle, cousu la bouche ? Clotilde se dit que si ça se trouve, le dedans de plein de femmes par la honte est rongé. Étymologiquement, le mot honte vient du vieux francique aunita, qui signifie mépriser. Les dictionnaires s'accordent. Déshonneur humiliant, sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui,
sentiment de gêne éprouvé par scrupule de conscience, crainte du ridicule. Le mot culpabilité vient quant à lui du latin chrétien culpabilis, coupable, dérivé de culpa, la faute, et apparenté à celus, qui veut dire crime. Clotilde aimerait beaucoup qu'il en soit autrement, mais reste intimement persuadée d'avoir commis une faute, une succession de fautes, jusqu'au crime contre elle-même. Elle juge sa posture d'infériorité coupable et son absence de crainte parfaitement ridicule. Elle en éprouve de la gêne et consciemment se méprise. L'humiliation lui reste au travers de la gorge. Elle a refoulé les mots, ravalé sa parole. Elle s'est rendue à faune pour ne jamais raconter ce qui ne pouvait être écrit. Elle s'est cousu la bouche, l'aiguille faisait saigner ses lèvres, tandis qu'en point de croix se muselait le réel avec les fibres blancs d'une ficelle à rôti. Narratrice omnisciente, je poursuis cette histoire, creusant au fond des cœurs, des têtes, exhumant des trous de mémoire la fange qui résiste au déni. Peut-être vous cognerez-vous aux angles du labyrinthe, dans ce palais des glaces aux miroirs grossissants. Peut-être ferez-vous remonter de vos tréfonds des visages, des paroles et des situations. Projections, personnages, le saviez-vous? Personne ne vous demandera pardon. Ainsi oui, cette histoire, poursuivre, accélérer. Il était donc une fois, puisqu'il en suffit d'une, où Clotilde de Mélis peu à peu disparut parfaitement, celle que ses amis voient reine de la résilience, féministe convaincue et super-héroïne, se trouva l'hiver venu, savamment évidée, dureté couche après couche de tout ce qui la constituait, jusqu'à devenir une simple enveloppe soumise à un régime ultra-protéiné. Monsieur fut méthodique, prononçant des phrases comme « Tu vas pas garder ça ? Est-ce que ça se revend ? Débarrasse-toi de ces trucs, tu n'en as plus besoin. » Pendant l'emménagement de Clotilde chez lui. Plus d'autres phrases, plus tard. Les traumatismes, ça se dépasse. C'est pathétique, les femmes enfants. Grâce à moi, toutes mes femmes ont arrêté de fumer. Tu devrais me faire confiance, ça va te faire du bien. Tes amis ne pensent qu'à eux et ne t'apportent rien. Le mieux pour toi serait de rompre. Au fond, tu es complètement idiote. Les filles idiotes, je trouve ça sexy. Tourne-toi que je ne vois plus ce ventre immonde. Tu as écrit combien de pages cette semaine ? C'est peut-être plus qu'un blocage depuis le temps, tu ne crois pas ? Je te promets que ça n'est pas grave. Tu as écrit des livres, c'était une période de ta vie. Maintenant, tu vas faire autre chose, te trouver un métier. Je vais t'aider à chercher, prendre un nouveau départ. Ça va te faire du bien. Monsieur fut méthodique. Moi qui suis de ce récit l'omnisciente narratrice, vous certifie que Clotilde ne retrouve plus son visage tant devant ses amis, elle ne peut assumer sans quoi elle croyait et où ça la menait. De retour dans cette ville qu'elle a depuis 20 ans rayée de la carte, à peine à quelques ruelles de l'immense maison de monsieur, Clotilde mettra 2 jours avant de faire ses aveux. Alors oui, cette histoire, où se brisent les psychés, pendant que votre souffle, malgré vous, fait de la buée, je suis la narratrice. Je sais lire la surface des miroirs grossissants. Il est 21h quand, après le dîner, Clotilde prend la parole. Dans le salon, Judith a relancé le feu qui danse dans la cheminée, bien que le silence ce soir remplace toutes leurs playlists.
Hermeline a prévu de la vodka, du tonic et du coca zéro. Bérangère des Kleenex. Adélaïde prépare une série de remontants sur un petit plateau. Elles ignorent de quoi ils retournent, mais sont conscientes que ce doit être grave puisqu'elles ont été convoquées. Elles regardent Clotilde couper avec des petits ciseaux à ras des lèvres la ficelle arrôtie qui les scelle en point de croix, comprennent qu'elle s'est jadis cousu la bouche pour que rien ne puisse en sortir. Sa voix en éboulement raconte. Les filles vont de choc en choc. Il a été une fois, ici, il y a 20 ans, une Clotilde capable d'être engloutie, madame, monsieur. Il a été une fois, le réel, l'immense maison, et cette Clotilde qu'aucune des quatre ne peut reconnaître. Les mains de Clotilde tremblent, sa voix perd une octave. Le récit en serpent sort lentement de sa bouche pour peu à peu se mouvoir loin de son estomac, glissant le long de l'œsophage, épiglotte et larynx, ses écailles égratignent langue et voile du palais. Je suis la narratrice, je ne peux que rapporter, propos entre guillemets. Par la bouche de Clotilde se prononcent des phrases comme « Je lui ai dit, je suis fatiguée, il m'a répondu, laisse-toi faire et m'a fait glisser sur le ventre. J'ai dit non, non, pas ça, il a gémi, chérie, j'en ai tellement envie, j'ai essayé de me dégager, mais sous son corps, j'étais coincée. Il m'a répondu, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime si fort. Et là, j'ai eu le souffle coupé par une douleur atroce. Sensation qui me déchirait au couteau électrique avec une lame crantée de l'entrée aux entrailles. J'ai crié et pleuré, je ne pouvais pas me débattre, je n'y arrivais pas, c'est comme si je n'osais pas, comme si je ne savais pas. Mes jambes se sont raidies, mes cuisses pantins de bois, genoux chevilles crucifiés. Ses mains enserraient mes épaules, tout son poids posé sur sa queue, ma mâchoire mordait l'oreiller à m'en défoncer les gencives. Sa bouche collée à mon oreille m'envahissait le cerveau de ses grommellements jouisseurs, de petits garçons aux anges. Mon amour, ton cuc, c'est bon. Comprenez, j'ai cédé. Je ne me suis pas battue sous son corps débattu. Je ne l'ai pas mordu, griffi, ni même frappé avec la langue de chevet. Je ne me suis pas levée, je ne me suis pas cassée, je me suis laissée faire. Ma muqueuse écorchée, le couteau électrique, ses coups de trique crantés, pour son seul orgasme, mon supplice. J'ai cédé et je sais pourquoi. C'est ce qu'il y a dans ce pourquoi qui me plonge dans la honte comme dans un bain d'acide. Le silence qui emplit la pièce est composé de grains de plomb qui se cognent contre les murs. Des mots de soutien, de compassion, des mots empathiques à raison jaillissent de la bouche des 4 filles. L'horreur leur pique un peu les yeux, leurs bras enlacent le corps de Clotilde qui, étant peu tactile, se raidit discrètement avant de s'abandonner. Narratrice omnisciente, j'ausculte cette histoire. J'entends les battements de cœur et ce qui se chuchote secrètement dans les têtes pendant que les ventricules et les lèvres s'agitent dans le salon de la location où la cheminée voit le feu mourir. Clotilde se répète. Je ne me suis pas levée, je ne me suis pas cassée, je suis donc responsable. Hermeline, alignée, bouche, esprit aligné, c'est que céder, jamais céder ne sera consentir. Mais dans le crâne de Judith, moi je sais ce qu'il se passe. Elle refoule ses pensées mais ne peut pas s'empêcher de se demander comment Clotilde peut s'étonner après s'être jetée, impératrice crevarde à pieds joints dans la gueule du loup. Elle n'arrive pas du tout à se mettre à sa place, étrangère dans sa chair au syndrome d'abandon. Adélaïde, elle, se demande combien de fois dans sa vie elle a cédé juste pour avoir la paix ou cédé juste pour faire plaisir, histoire d'éviter que ce monsieur, son monsieur, boude au point de faire la gueule, rendant l'atmosphère électrique à en avoir les cheveux qui se dressent et l'estomac si noué que ça ressemble à de la peur en y regardant bien. Bérangère s'interroge. Depuis MeToo, toutes les femmes se repassent leur vie sexuelle et leur vie affective en constatant qu'elles ont été victimes
Mais est-ce que se nommer victime, ça répare quelque chose? D'autant que ça ressemble à quoi, une société de victimes? Elle aussi, consentement forcé, viol ou viol conjugal, elle le sait dans sa tête, ça lui est arrivé. Bérengère se rappelle s'être confiée à sa mère, qui lui a dit « Chérie, on y est toutes passées. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire tout un fromage. » Je suis la narratrice. Et en mon omniscience, je vois vos âmes s'écorcher aux angles du labyrinthe. Vos souvenirs tachent de rouge, les miroirs grossissants. Clotilde s'en sortira parce qu'elle est l'héroïne. Par leur bouche, ses amis apporteront leur baume. De leurs pensées secrètes, Judith et Bérengère éprouveront de la honte. Je suis venue à vous raconter cette histoire, ce que deviennent les personnages. Il faut lire le roman. La domination masculine s'exerce en vérité du lever au coucher dans le cadre conjugal, parfois même brutalement. Monsieur était monsieur, mais il était comme tant d'hommes exerçant leur pouvoir pour leur unique plaisir et disent-ils, notre bien. Et ainsi leur violence, leur prise de possession, leur comportement d'ogre, ils appellent ça l'amour. Ils nous abattent et nous dépaissent. De notre écarissage, nous éprouvons de la honte. Et cette honte nous muselle, nous isole et nous pétrifie. Si je suis de ce récit la narratrice, c'est pour aider l'autrice autant que l'héroïne à trouver l'antidote et permettre à leurs sœurs d'imposer leur refus en un cœur sororal. J'existe pour que le réel soit enfin modifié. La honte maintient les femmes dans un état de soumission. Avaler des couleuvres et des anacondas est le propre de celles qui n'ont plus de figure. Se découdre la bouche est un geste difficile, le long des lèvres, point de croix, des plaies en pointillés. Qui entend cette histoire devra se demander si dans son ventre macère, autant que les sucs gastriques, un cobra écaillé par l'enzyme du refoulé. Se découdre la bouche, la parole se libère, la langue enfle, fourbue. Le déni est un lieu, pour beaucoup une patrie dont nous sommes citoyennes. Se découdre la bouche, reste des trous sur nos lèvres. Des trous, mes sœurs, des trous, toujours à cela réduite. De notre corps, il ne s'affaire qu'un déversoir, c'est dans l'ordre de choses, au point de se demander s'il y a vraiment de quoi en faire tout un fromage. Monsieur reste monsieur, car il est comme tant d'hommes exerçant leur pouvoir jusqu'à nous faire fléchir, la volonté brisée tout autant que nos reins, leur jouissance connectée au verbe assujettir. L'intime est politique et la chambre à coucher, le bûcher redouté de la chasse aux sorcières. Monsieur est comme tant d'hommes, avouez, ça fout le vertige. Si nombreux, oui, légion. Qu'importe la chair à vif, leur plaisir est souverain, et ainsi leur désir, la puissance de leur pulsion, le rapt de nos muqueuses, ils appellent ça l'amour. Ils nous abattent et nous dépaissent. De notre écarissage, ils n'éprouvent aucune honte. La parole se libère, la vérité se chiffre, pourcentage plein de bleu, cadavre tous les 3 jours. De nos bouches décousues se vomit le mot victime. Sertir nos trous de lames de rasoir affûté relève de la tentation. Si je suis de ce récit l'omnisciente narratrice, c'est pour que les lits s'embrassent quand cèdent les épuisés. N'oubliez pas que céder ne sera jamais consentir. Le monde leur appartient,
comme les corps qui s'y trouvent. Il arrive que parfois, il tire à balles réelles. Il n'éprouve aucune honte. Il croque dans tous nos os et en aspire la moelle, puis il joue aux osselets en effaçant nos noms. Il détourne nos sanglots pour que soient chantés leurs plaies, toujours centre de ce monde, des tout petits garçons, leur orgueil écorché par les frustrations et le rejet. La maman est putain, ils en veulent à son ventre, ils voient nos incendies, se moquent de nos bûchers. La honte ne change pas de camp, même quand ce dernier crame. Monsieur n'est qu'un monsieur qui, comme les autres, s'avance sans annonce majuscule. Les ogres d'aujourd'hui sont les mêmes qu'avant-hier. Ils ne redoutent rien, ils n'ont rien à redouter. L'impunité préserve, viande et âme privilège. Le feu ne purifie pas, ils sont inifugés. Si nombreux, oui, légion. En haut de la pyramide, toujours les intouchables, à chaque plainte, nous contemplent et nous crachent à la gueule. La célébrité reste le meilleur des talismans pour échapper aux foudres de ce qui serait la justice. Tant que ne tomberont pas les ogres les plus en vue, les prédateurs conserveront la victoire culturelle. Pour ceux en haut de la pyramide, jusqu'à ceux qui forment sa base, la culpabilité reste une terre étrangère. Monsieur est un monsieur, parmi tant, minuscule. Sous le haume, juste un ogre, avide de s'accaparer tout entière une vivante. Goban, glouton, psyché, identité, globule, ne laissant qu'une carcasse aisée à profaner. Clotilde a retrouvé les traits de son visage. Ses iris sont plus sombres, c'est à cause du réel. La honte ne change pas de camp, il n'existe pas de rituel. La honte ne change pas de camp, ils ne peuvent l'éprouver. Comme les loups domestiques nient que c'est leur canine qui se plante dans la cuisse de celle qui ne dit pas oui.